Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du Dev du jeudi. Alors, je vais partager mon écran. Ok, donc comme je l'ai dit, épisode 6 aujourd'hui. Je vais commencer bien entendu par vous souhaiter à tous une très bonne année 2014. Pleine de développement, Delphi, plein de bonnes choses pour vous tous. Plein d'événements pour cette année. On va souhaiter ça aussi, tiens. Donc, meilleurs vœux à tous, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. C'est le premier épisode de l'année 2014, pas du début jeudi, on en est à l'épisode 6. Un petit rappel sur l'agenda, puisque je rappelle qu'il y avait eu des modifications dans l'agenda. Donc aujourd'hui, on est à l'épisode 6, on va réaliser une application de retouche photo. Je rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de dev du jeudi, d'accord, exceptionnellement, donc pas de dev du jeudi la semaine prochaine. On reprendra le 30 janvier avec l'épisode 7, où on parlera 3D, on réalisera une application Rubik's Cube. On verra pas mal de choses en 3D, l'épisode sera très intéressant. Ensuite, on continuera le 6 février avec l'épisode 8, on aura une application de prise de notes. Le 13 février, l'épisode 9, une application météo, donc on verra notamment comment on peut interagir avec les API externes. Le 20 février, on passera à l'épisode 10 où on réalisera une application de gestion de contacts. Le 27 février, on sera à l'épisode 11, on réalisera une application lecteur de flux RSS et on terminera la 3e saison du Dev du jeudi le 6 mars avec le dernier épisode où on réalisera l'application le Dev du jeudi directement. D'accord, donc je rappelle les deux modifications en fait qu'il y avait eu. C'est que la semaine prochaine, pas de Dev du jeudi. Ensuite, il y avait eu les dates qui avaient été décalées suite à un Dev du jeudi qui n'avait pas eu lieu en décembre. Donc on terminera le 6 mars et encore une fois, je rappelle, semaine prochaine, pas de Dev du jeudi. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez communiquer sur Twitter avec le hashtag le Dev du jeudi. Vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube avec la chaîne le Dev du jeudi. Envoyez le lien à tout le monde pour ceux qui ne l'auraient pas. Je pense que vous l'avez tous. D'accord, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne le Dev du jeudi. Vous retrouverez tous les épisodes. On continue avec les offres en cours. Comme d'habitude, il y a des offres. En fait, c'est la prolongation de certaines offres qui étaient valables en fin d'année, qui ont été prolongées un mois de plus. Vous allez retrouver la possibilité de bénéficier du tarif mise à jour jusqu'au 31 janvier 2014, d'accord. Donc pour tous ceux qui ont une ancienne version de Delphi, enfin de Delphi, de C++ Builder, du Borland Developer Studio, du RAD Studio, peu importe ce que vous avez, même si c'est une très vieille version, tout le monde a droit jusqu'au 31 janvier 2014 au tarif mise à jour. Donc n'hésitez pas à en profiter. Hop. Également, en même temps, vous avez droit à un bonus pack, d'accord, qui va vous permettre d'avoir accès à différentes choses. La première des choses, c'est des styles premium pour FireMonkey.
un outil qui s'appelle MIDA Converter. D'accord, donc je rappelle, MIDA Converter, c'est un outil qui va vous permettre de convertir vos applications VCL vers FireMonkey. D'accord, il existe plusieurs versions de MIDA Converter. Ici, vous avez les différentes versions qui existent. Vous avez droit gratuitement à la version basique. Encore une fois, c'est pas l'outil Miracle qui va tout faire à votre place. Hein. C'est pas, je mets mon projet, je passe dans MIDA Converter et je l'exécute directement sur n'importe quelle autre plateforme. Ça va savoir convertir les choses les plus courantes vers les composants les plus courants. Maintenant, si vous avez des composants spécifiques, si vous avez vos propres composants, forcément, il n'y aura pas d'équivalent dans FireMonkey. Donc, il faudra quand même faire du travail pour convertir tout ça. Pardon. Maintenant, ça reste un outil qui va vous aider et qui peut vous faire gagner du temps si vous voulez convertir une application VCL vers FireMonkey. Pardon. Dans le bonus pack, vous aurez également un livre qui a été écrit par Nick Hodges qui parle du code de Delphi, d'accord. Donc ça ne va pas parler de l'IDE, des composants, ce genre de choses. C'est vraiment 100% orienté code. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc n'hésitez pas, à partir du moment où vous avez une X5, vous avez possibilité de récupérer ce livre-là. Que ce soit les styles MIDA Converter ou le livre de Nick Hodges, même si vous avez déjà acheté une version X5, vous avez possibilité de récupérer ces outils additionnels. Pour récupérer tout ça, il va vous suffire de vous rendre ici. Vous trouverez le livre ici. Ensuite, les styles premium, ils sont ici, et MIDA Converter est ici. Donc le livre de Nick Hodges est à récupérer ici. D'accord, je rappelle, il faut que vous ayez déjà installé pour n'importe lequel de ces composants du bonus pack. Il faut que vous ayez déjà installé votre version X5 et enregistré votre version X5 pour pouvoir récupérer et avoir accès à ces downloads. Donc le livre de Nick Hodges est à récupérer ici. Les styles premium, c'est à récupérer ici. Et pour MIDA Converter, vous pouvez récupérer la version ici. J'envoie les liens à tout le monde. Voilà, tout le monde les a. Ok, donc, hop. On a dit, en plus de la possibilité de bénéficier des tarifs mis à jour à partir de n'importe quelle version, vous pouvez avoir accès à différents bonus packs jusqu'au 31 janvier 2014. À partir du moment où vous allez acheter une version X5, vous devez récupérer tous ces outils additionnels dans au plus tard le 14 février. 14 jours en fait après la fin de l'offre. Donc n'hésitez pas à aller downloader tous ces outils. Je rappelle que C++ Builder pour iOS est disponible maintenant, d'accord. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit tout simplement d'avoir installé l'update 2 de la X5. C'est ce qui fait également que pour tous ceux qui ont installé l'update 2, vous remarquerez qu'il vous réinstalle tout et que vous devez de nouveau rentrer votre numéro de série et ainsi de suite. C'est dit justement à la nouvelle partie pour C++ pour iOS. Quelques liens utiles et sympas qui sont apparus depuis notre dernier épisode.
Un premier qui est tout simplement le Hotfix 3 qui est sorti pour le RAD Studio. Hop. Contient tout simplement des points OBJ pour le support du JPEG. D'accord, tout simplement il manquait certaines choses apparemment. Il faut récupérer les fichiers des IP et copier comme c'est indiqué ici dans le RAD Studio libwin32 debug, le répertoire libwin32 debug, donc dans votre répertoire d'install du RAD Studio. Un séminaire en ligne qui va bientôt arriver, qui est prévu pour le mois de février. Vous pouvez vous préenregistrer pour ce séminaire. Ce séminaire correspond à l'équivalent qu'il y a eu CodeRedge l'année dernière, et qui est dédié au C++. D'accord ? Donc prévu le 25-26 février 2014. Et encore une fois, pour tous ceux qui font du C++, c'est entièrement C++, d'accord ? Vous pouvez vous préenregistrer pour ce séminaire. Pardon. N'hésitez pas, c'est un séminaire entièrement gratuit. C'est un séminaire Embarcadero US, d'accord? Donc c'est en anglais, bien entendu. Il existe différents horaires qui sont disponibles. D'accord, c'est sur 2 jours et vous allez pouvoir voir toutes les choses qu'on a déjà vues avec Delphi. Que vous pourrez voir avec la partie C++, également la partie mobile, d'accord, vous pourrez voir comment développer pour le mobile, pour le C++. Donc n'hésitez pas à y participer pour ceux qui font du C++. Encore une fois, je le rappelle, c'est un séminaire en anglais par contre. La semaine prochaine, je l'ai dit, pas de dev du jeudi, mais vous pourrez vous rattraper avec un séminaire en ligne qui sera en anglais également, mais qui est un séminaire très très intéressant qui va se dérouler le 22 janvier, qui est un séminaire avec David Hay et Jim Makis, qui va être dédié au développement avec le RAD Studio X5 et les périphériques et différents gadgets en fait. Donc vous allez voir par exemple comment faire une application pour les Google Glass. Vous verrez comment utiliser le Leapmotion, comment utiliser l'Air Drone 2 de Parrot, lire des codes barres, vous connecter avec la box Z-Wave de Domotique et ainsi de suite. Voilà. Donc comment interfacer ou comment créer des applications pour ces différents périphériques, ces différents gadgets. Donc voilà, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire de ce qu'on a l'habitude de voir. Je rappelle que c'est un séminaire qui est en anglais, bien entendu. Différents horaires sont prévus pour les différents pays. Pour Paris, je crois, il me semblait qu'il y avait un horaire qui était précisé, je ne sais plus. Bon, vous avez les différents horaires. C'est le 22 janvier, d'accord. C'est un séminaire, bien entendu, en ligne gratuit. Et par contre, comme je l'ai dit, c'est un séminaire qui se déroule entièrement en anglais. D'accord? Donc n'hésitez pas à y participer, c'est très intéressant, surtout que ça permettra de voir des choses assez sympas. Donc voilà. Ça sera également pour Delphi et pour C++. D'accord? C'est pas dédié exclusivement à Delphi, ça sera pour les deux, Delphi et C++. Un lien intéressant, c'est TMS Software qui a publié un code pour nous montrer comment lire des QR codes et d'autres codes barres en fait à partir d'une application Delphi sur iOS, d'accord. Donc c'est basé sur une librairie open source qui s'appelle ZBar. Et bien entendu, donc une fois, ils ont créé un composant tout simplement qui se base sur cette librairie, d'accord. Le composant est directement disponible ici. Vous pouvez le récupérer, bien entendu, ils l'ont mis à disposition. Et après, comme vous pouvez le voir, vous avez juste besoin de lignes de code pour récupérer le code barre qui sera scanné, d'accord, et le réutiliser. Voilà, donc n'hésitez pas à récupérer, tous les sources sont disponibles,
Donc c'est pratique et ça peut être intéressant si vous en avez besoin. Encore une fois, c'est pour la partie iOS par contre. D'accord. Ouvrir une vidéo sur Android avec les intentes. On avait déjà parlé des intentes sur Android. Hop. Daniel Téti avait déjà publié un billet là-dessus. Si je ne me trompe pas, on l'avait donné l'URL dans les épisodes précédents. Il publie une deuxième partie où il montre voilà, comment forcer à ouvrir une vidéo avec, enfin pour ne pas l'ouvrir dans notre application, mais l'ouvrir avec autre chose. Donc, le code est publié, bien entendu, c'est rien de très très complexe, c'est relativement simple. N'hésitez pas également à aller jeter un œil. Très souvent, on me demande en fait, est-ce qu'il y a des applications qui sont connues en fait, ou des applications déjà publiées en fait, qui auraient été réalisées avec Delphi. Juste pour donner un petit lien en fait sur cette application qui s'appelle eRestaurant Touch, qui est une application qui a été créée avec Delphi X5, d'accord. C'est une application qui est disponible sur Android et sur iOS, qui s'interface avec une application Windows ou Mac plus traditionnelle, d'accord, et qui vous permet en fait de gérer voilà, un restaurant. Donc il y a pas mal de fonctionnalités. N'hésitez pas encore une fois à aller jeter un œil. Vous pourrez voir, il y a une vidéo également. Vous pourrez voir une vidéo, il y a pas mal de choses. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. Vous pourrez voir ce qui peut être fait avec Delphi X5. Il y a de l'envoi de SMS, il y a pas mal de choses qui sont faites et qui sont inclus directement dedans. Ok, et petit plus, je vous proposerai quelques surprises à la fin de cette journée. Voilà. Donc, restez jusqu'à la fin de la journée et je vous proposerai différentes petites choses à la fin de la journée. Ok, on a fini pour tout ça. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on va regarder les questions qu'il y a. Ok, bon, surtout des gens qui souhaitent une très bonne année, donc merci à vous tous. Ok, pas de questions particulières. On va donc passer sur le RAD Studio. On avait vu la dernière fois, dans le dernier épisode, comment capturer des photos, d'accord, par exemple, avec la caméra ou en allant voir dans la librairie, d'accord. On avait vu également comment dessiner ou ce genre de choses. On va essayer de faire un mix aujourd'hui avec pas mal de choses. On va essayer de créer une application de retouche photo. Donc pour ça, bien entendu, on va récupérer des photos. Mais on va voir comment on pourrait voilà, modifier ces photos, rapporter des effets ou ce genre de choses. D'accord. Donc pour ça, on va commencer, on va faire une application mobile FireMonkey, d'accord. Pour l'instant, on va rester, on l'avait déjà dit, je vais enregistrer ça d'abord. Hop. On avait déjà vu, on avait dit qu'on pouvait rajouter ici la plateforme Windows 32 bits, d'accord, ce qui permettait de pouvoir faire des tests sans directement exécuter sur le téléphone. Donc ça peut être pratique voilà, pour pouvoir tester différentes choses avant de passer sur le téléphone directement.
Donc dans les contrôles qu'on a sur FireMonkey, bien entendu, on a la possibilité de rajouter des contrôles images, d'accord, dans lesquels on va pouvoir stocker et afficher des images. Enfin, pas stocker, afficher des images, d'accord. On a possibilité, donc on avait déjà vu ça également, la propriété bitmap n'est plus disponible dans le composant image dans l'inspecteur d'objets, d'accord. Par contre, si vous regardez image 1, vous aurez la propriété bitmap dans le code. En fait, elle est passée tout simplement de published en public, okay, ce qui veut dire que si vous avez des choses qui utilisent la propriété bitmap, bien entendu, ça ne posera pas de problème. Ça ne vous demande pas de modifier le code. Par contre, dans l'inspecteur d'objets, on a une nouvelle propriété qui s'appelle multi-res bitmap, dans laquelle on va pouvoir préciser une image et en fait, tout simplement, on va pouvoir préciser des images différentes selon pas la résolution, mais en fait le facteur, en fait, l'échelle en fait qui est attribuée à mon écran selon les périphériques. Hein, c'est pas forcément toujours la même. On avait vu ça au dernier épisode, parce qu'on avait vu qu'on devait multiplier par un coefficient certaines choses pour s'afficher à l'échelle. Donc une fois que je suis dans cet écran, je vais pouvoir rajouter une image. Donc, je vais aller cliquer ici, je vais chercher une image. Voilà, peu importe. Et j'oublie pas, par contre, si je fais juste fermer ici, en fait, ça va poser un problème après. Donc j'oublie pas, même si on voit que l'image s'affiche quand même. Mais c'est à ne pas faire malheureusement. Quand je vais ici, je sélectionne mon image et j'oublie pas en fait de cliquer ici sur le bouton effacer les informations de conception et fermer. Voilà. Oui. OK. Et donc je vais avoir mon image. Ce qui peut être intéressant, puisqu'on a dit qu'on allait faire une application de retouche photo, ça serait de dire que l'on puisse appliquer des effets, d'accord, à mon image. Pour ça, on l'a déjà vu également dans les épisodes précédents, on a dans notre palette de composants une rubrique qui s'appelle Effets. D'accord. Et dans cette rubrique, je vais retrouver toute une série d'effets qui sont possibles. D'accord. Donc il y a pas mal d'effets. On reviendra cet après-midi, on verra la partie transition si justement je veux faire un diaporama ou ce genre de choses. Donc on va retrouver ici toute une série d'effets. Et bien entendu, en plus, on a vu que ces effets pouvaient être attribués à des composants. C'est ce qu'on a fait à chaque fois qu'on a utilisé ça jusqu'à maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va également pouvoir les attribuer à une image. D'accord. Il va me suffire tout simplement de prendre, par exemple, un effet. Ici, j'ai un effet T-monochrome effect. D'accord. Si je m'amuse, que je prends cet effet et que je le mets sur mon composant image, on voit automatiquement que j'ai mon image qui est devenue monochrome. D'accord. Donc ça, c'est très pratique. Ça va me permettre de mettre des effets directement sur une image. D'accord. Ici, j'ai un effet monochrome. Alors, selon les effets, il y a différents paramètres qui vont exister. D'accord. Ici, sur le monochrome, en l'occurrence, il n'y en a pas. Sur chaque effet, j'ai bien entendu une propriété qui est la propriété enable, qui est un booléen. Il va me suffire tout simplement de désactiver ce booléen et automatiquement, mon effet n'est plus valable. D'accord. Donc, je peux mettre enable à true ou à false. Et on voit bien que mon effet va être actif ou pas. D'accord. Sur certains effets, je l'ai dit, je pourrais avoir des paramètres. On pourrait par exemple prendre un blur effect. Hop. On va le mettre sur l'image. Je ne peux pas cumuler les effets, d'accord. Donc je vais forcément devoir prendre un seul effet et désactiver l'autre. Ici j'ai deux effets, donc si je veux mon effet, je vais enlever mon effet monochrome ou le désactiver, d'accord, pour pouvoir mettre mon effet blur. Sur l'effet blur, on voit bien, donc c'est bien, j'ai un effet de flou, et j'ai possibilité ici de, avec le paramètre, d'accord,
jusqu'à combien ça va? Voilà, ça va jusqu'à 9. D'accord, soit 0. 1. Voilà. En jouant sur ce paramètre, je vais pouvoir avoir plus ou moins d'effet de flou. Ok, donc on le voit très simplement, je vais pouvoir rajouter un effet à une image. Ce qui est intéressant, c'est, voilà, c'est de pouvoir attacher un effet à une image. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir ajouter un effet à plusieurs images où ça serait la même chose pour des composants. Encore une fois, il n'y aura pas de différence entre le fait que j'applique un effet à une image ou à un composant. Or, si je veux rajouter une deuxième image, d'accord, je vais prendre ici, on va réduire celle-là. Hop. Voilà, ici j'ai ma première image. Ici, on va mettre une deuxième image. Je vais aller chercher une autre image. Enlever le reflect, on va laisser le monochrome ici. Si j'avais plusieurs images, par exemple, imaginons que je veuille faire une composition d'images, d'accord. Ici, si je veux rajouter sur ma deuxième image un effet, par exemple mon effet monochrome, je vais devoir prendre un deuxième composant monochrome effect et le rattacher à mon image. D'accord. Donc du coup, si j'avais 3 images, ainsi de suite, je devrais multiplier mes effets monochromes sur chacune des images. Pardon. En fait, j'ai une autre solution si je veux faire ça. On avait déjà vu plus ou moins ce genre de choses. C'est la possibilité d'utiliser des layouts. D'accord, un layout, je le rappelle, c'est un conteneur non visuel, d'accord, qui va me permettre de contenir toutes sortes de composants. D'accord. Donc je vais mettre mon layout, je vais le mettre en ligne avec client, voilà. Et je vais mettre dans mon layout mon image 1. Je sais pas pourquoi il fait ce clignotement là. Et dans mon layout 1, je vais mettre mon image 2. Ok, donc ici, on le voit bien, c'est bien mon layout qui contient les deux images. Si je m'amuse à déplacer, pas mes images, mais le layout, j'ai bien les images qui suivent. D'accord. Donc le layout, c'est un conteneur, encore une fois. Un des avantages, c'est qu'après, du coup, je vais pouvoir jouer sur ce conteneur pour faire des effets ou autres. Par exemple, imaginons que je mette un angle de rotation à mon layout. Bien entendu, tout ce qui est dans mon layout va tourner également. Mais un des avantages du layout également, c'est par rapport aux effets. Un effet, lorsqu'on l'applique à un composant qui peut afficher l'effet, ici c'est le cas sur l'image, d'accord. Si je mets l'effet sur mon image 1, on voit bien que mon image 1 prend l'effet, d'accord. Automatiquement, l'effet est appliqué à mon image 1, d'accord. Si je mets sur mon image 2, l'effet est bien appliqué à mon image 2. Donc si je mets un effet sur un composant, donc c'est le cas bien entendu, on l'avait déjà vu, mais c'est le cas également sur n'importe quel composant. Si je prends par exemple un rectangle, je vais mettre un rectangle, je vais mettre de couleur, d'accord. Bien entendu, si je mets mon effet monochrome sur mon rectangle, on voit bien que mon rectangle du coup est devenu monochrome. Ok. C'est pas simplement pour les images, c'est la même chose pour tous les composants en fait. Donc si j'applique mon effet
à un composant qui peut afficher l'effet, automatiquement l'effet est affiché sur le composant concerné. Par contre, si je m'amuse à mettre mon effet sur un composant qui ne peut pas afficher l'effet, et c'est le cas du layout, c'est un composant non visuel, c'est juste un conteneur. Si je mets mon effet sur le layout, automatiquement, mon effet sera répercuté sur tous les enfants. D'accord? Donc si je prends mon effet monochrome ici, je le mets sur mon layout. Bien entendu, mon layout étant un conteneur, étant un composant non visuel, il ne peut pas afficher l'effet, d'accord, quel que soit l'effet. Ici, c'est un effet monochrome, mais ce sera la même chose pour n'importe quel effet. On va faire sur un autre effet. Du coup, il le répercute sur tous ces enfants. On voit bien que l'image 1 et l'image 2 ont, sur l'image 1 et sur l'image 2, l'effet a bien été appliqué. D'accord? Donc ça serait la même chose, hein. Encore une fois, si je prenais un blur effect, je vais enlever ici le monochrome. J'ai toujours la notion par contre d'un seul effet. D'accord? Le blur effect a été appliqué au layout. Le layout étant un composant non visuel, ne peut pas l'afficher, il le répercute sur tous ses enfants. Et bien entendu, si je rajoute, peu importe, même si j'ai rajouté des composants, hein, un bouton, peu importe, d'accord? Tout le monde, même on le voit bien ici, hein, le bouton ou l'edit, tout le monde prend en compte cet effet. Donc les composants, mais bien entendu les images, autant d'images que j'aurai dans mon layout, autant de fois je pourrais appliquer un effet. Ok, donc c'est valable sur n'importe quel effet, bien entendu. On a toute une série d'effets. Je pourrais par exemple aller prendre un réflexion effect. Hop, je vais enlever le blur effect. Alors, il faut que j'agrandisse les images forcément. Non, c'est pas ce qu'elles sont alors. Oh, elles sont trop grandes forcément. Le problème c'est que le réflexion effect c'est un mauvais exemple puisque c'est en dessous, mais comme le composant, l'image prend tout le composant, forcément. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Des sépia effect par exemple, voilà. D'accord, on voit bien du coup que j'ai un effet sépia qui a été rajouté sur mes images. Hein. Si j'enlève ici, je désactive l'effet sépia, on retrouve bien la colorisation normale de mes images. Ici, avec un effet sépia, je vais pouvoir monter, je ne sais pas jusqu'à combien on va. Hein, voilà. D'accord, avec 0. Voilà, je peux jouer sur mon effet sépia. Et c'est bien appliqué à toutes les images. Ce qui va être également intéressant avec mon layout, c'est que, alors on va réduire un peu cette image-là, voilà. On va prendre un bouton par exemple ici, alors lui on va le sortir du layout. Hein. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, c'est... J'ai l'impression que c'est GoToMeeting qui fait je sais pas quoi. Essayons ça. C'est bien. C'est comme ça, là, ce truc là qui apparaît en haut. Alors, 2 petites minutes.
Bon, on va faire comme ça. Je regarde ça, je sais pas pourquoi là, il fait ça que sur la partie gauche en plus. Bizarre. Ok. Donc ce qui est intéressant également sur le layout, c'est que si on regarde sur mon layout, j'ai une fonction qui est la fonction make screenshot. Si je me souviens bien, je crois qu'on l'avait vu dans le tout dernier épisode. On avait parlé vite fait. Donc make screenshot, ça va me permettre justement de faire un screenshot de mon layout. Donc ce qui me permettrait de construire quelque chose dans mon layout, d'accord, et ensuite au final de faire un screenshot et d'avoir la totalité de ce qui est dans mon layout et de pouvoir enregistrer ça. D'accord, imaginons ici, alors on le fait en Windows, hein, on fera la même chose de toute manière, ce sera l'objectif au final. Hop, on va aller stocker ça sur ici, on va se faire image. Ok. Bitmap. Et comme make screenshot nous renvoie un tbitmap, bien entendu, je peux faire ensuite un save to file, d'accord, dans lequel je vais mettre le nom du fichier. Donc on va mettre ça. Test.jpeg. Voilà. Ok, donc si j'exécute cette application, on l'exécute bien entendu en mode Windows, hein, c'est ce qu'on a vu là, bien entendu, on le fera sur le mobile après, hein, bien entendu. C'est l'objectif de la journée. Là, c'est pour tester les premières fonctions. Et si je clique ici, logiquement, hop, ici j'ai bien mon image. Ici, je fais un test.jpeg, d'accord. Donc, je l'ai enregistré en JPEG, c'est ce qui fait que j'ai pas de transparence. Logiquement, si je l'enregistre en PNG, oui, pardon, faut que je sorte de mon application, c'est mieux. Ok. On voit bien ici, voilà, j'ai bien la transparence et j'ai bien mes photos, par contre. Je me rends compte de quelque chose. Tiens, c'est marrant, pourquoi il m'a pas pris mon effet? Tiens, bizarre. Bizarre. Alors, prenons un autre effet pour voir. On va prendre notre effet monochrome. Effect, ok. Bien sûr. Non, il m'a pas pris en compte mon effet. Alors, on va tester quelque chose. On va réduire ça. Pardon. Ok. Ici, on va se mettre donc un autre composant image. Ok.
Et ici, au lieu de faire enregistrer, on va faire image 3. Bitmap. Assign. Iota.make screenshot. Chaque fois, j'oublie de sortir. Hop. Donc, il me prend vraiment pas l'effet dans le bitmap en fait. On va tester autre chose. Si on met l'effet sur l'image directement. On va faire ça. Bon, il a décidé de bien m'embêter là. Pourquoi il m'a fait ça? Bon. Ça va pas aider si je peux pas. Le problème c'est qu'il ne veut pas me faire le coller ici. Il le met forcément sur le layout. Et comme je ne peux pas faire mon drag and drop. Pourquoi je ne peux pas faire mon drag and drop? Bizarre ça. Pourquoi il me met cette espèce de rectangle devant là? Bon, on va faire la pause, je vais redémarrer ma machine. Essayer de voir pour ça. Ok, est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on a vu? Comme il est moins 10, on va faire une petite pause et je vais en profiter pour redémarrer. Des questions? Non, pas de questions? Ok, on va faire une petite pause. Ah, s'il y a une question, quel est le meilleur moyen de vous contacter? Par mail, thierry.laborde@embarcadero.com. Hop. Pas d'autres questions? Ok. On fait une petite pause. Tant que je trouve pourquoi j'ai cette espèce de rectangle et ce... Ok. Pause café, pause pipi, et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.